autres qu'on apprend dans l'étude de l'Institut de la statistique, on se rend compte qu'au Québec, comparativement à l'Ontario, on a beaucoup moins de nos entreprises qui font de l'innovation sur le plan du développement de produits. Oui. Alors qu'on a, par exemple, près de 27% de nos entreprises québécoises qui font de l'innovation sur le plan du développement de produits. C'est près de 50% en Ontario qui le font. Donc, on note un certain retard sur le plan de l'importance du développement de produits. Bon lien, là. Est-ce que vous avez pris le lien? Alors, Alexandre, on t'entend. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'au Québec, les entreprises vont faire de l'innovation sur des aspects qui sont non technologiques. Par exemple, l'innovation sur la gestion organisationnelle, l'innovation marketing. Ils vont moins faire d'innovation sur le plan du développement de produits. Et du côté de l'étude d'investissement Québec, une des choses qu'on apprend de leur côté, c'est que nos entreprises vont privilégier au Québec d'investir d'abord et avant tout dans l'amélioration de la productivité sur le plan manufacturier. À 62% vont le faire dans le cadre de l'année à venir, suivi par l'innovation sur le plan du produit. Donc, c'est une deuxième priorité stratégique dans le cadre des entreprises, mais qui est quand même derrière l'amélioration de la productivité. On sait qu'il est extrêmement importante parce qu'on a un retard encore au Québec sur la plan de la productivité. Donc, on sait bien aussi qu'améliorer la productivité, c'est bon à court terme, mais pour améliorer la pérennité de nos organisations, si on n'améliore pas la qualité et la valeur des produits qui sont commercialisés, on n'aura pas un aussi bon levier. Et d'ailleurs, quand on demande aux entreprises pourquoi elles font, celles qui font de l'innovation sur le plan des produits, pourquoi elles le font, le premier élément est la différenciation sur les marchés. Le deuxième, répondre à des demandes clients. Et le troisième, assurer la pérennité de leurs organisations. Donc, c'est important pour ces entreprises-là. Les freins, par contre, relèvent du coût important des projets d'innovation et de développement de produits et la manque de disponibilité de fonds de roulement. Donc, d'une certaine manière, on se retrouve avec une problématique importante pour nos entreprises, mais pour lesquelles elles ont de la difficulté à trouver le financement. Et on a rarement rencontré dans l'entreprise, même parmi nos leaders dans le domaine de l'innovation, qui se disaient, ah oui, nous, on investit énormément, voire trop, en développement de produits. Souvent, les entreprises se retrouvent à devoir faire beaucoup avec peu de moyens. Donc, la thématique d'aujourd'hui était très importante dans la mesure où, si on veut que nos entreprises soient plus performantes en développement de produits, oui, ça leur prend des bonnes méthodes, mais ça leur prend aussi des moyens de réaliser ces projets. Alors, dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, on a regroupé autour de la table deux intervenants. Alors, je pense qu'il est le seul à avoir de l'écho en ce moment. On a probablement un participant dans pas de silence. Je vais donner pour ajuster le tout. Si je suis le seul à être déconcentré par la chose, je vais continuer. Alors, on a autour de la table Michel Levasseur, qui est vice-président finance et administration de chez Vortex Aquatic Structures International. All attendees are muted. Une entreprise innovante qui a su, bon, comme on en parlait un petit peu en introduction, innover, mais profiter aussi des programmes qui sont disponibles pour le financement à l'innovation. Et Peter McCusker, stratégiste sur le financement de l'innovation de Alma CG, qui vont nous présenter finalement les tendances du domaine et l'évolution qu'on voit sur le plan du financement public de l'innovation. Alors, pour lancer le bal, je demanderais peut-être à Michel Levasseur de nous présenter un petit peu son entreprise et l'expérience qu'ils ont sur le plan de l'innovation, du développement de produits. Oui, merci Bertrand. Bonjour tout le monde. Vortex Structure Aquatique International, c'est une compagnie entièrement québécoise qui est partie de pas grand-chose depuis 1995, a innové d'année en année. Et je pense que ce qui la différencie de toute sa compétition, c'est son dévouement à la recherche et développement et à l'amélioration des produits déjà offerts sur le marché. Bien entendu, cela exige beaucoup d'investissement et d'argent, et nous, tous les argents qu'on a pu recevoir
par l'entremise de certains programmes ou de tout simplement des crédits à la recherche et développement, ont tout été réinvestis dans des nouveaux programmes, soit au point de vue design, au point de vue de recherche et développement. Et je crois bien que c'est le succès pour nous, et c'est le secret, c'est la recherche et développement et l'innovation qui va garantir une croissance soutenue et continue pour la compagnie. Et la preuve de ça, c'est que nos compétiteurs attendent qu'on sorte des nouveaux produits ou des nouvelles façons innovantes pour essayer de copier et d'essayer de compétitionner. Alors, peut-être un petit mot aussi sur le type de produit que vous distribuez, le type de marché dans lequel vous êtes. Oui, nous, on est quand même dans une niche particulière. On ne fait pas des parcs aquatiques, mais on fait des jeux aquatiques pour les parcs municipaux, pour au point de vue commercial aussi pour les hôtels. On a même présentement un projet en cours pour la rénovation d'un bateau croisière ou qui va avoir un de nos produits sur le bateau. L'essentiel, c'est qu'on remplace des piscines, ce qu'on appelle les pataugeuses, par un pad, splash pad, qui se trouve à être activé par de l'eau. Et l'eau, les jeux sont aussi contrôlés par des contrôleurs informatiques pour augmenter l'attrait du jeu pour les enfants qui utilisent le produit. C'est très intéressant. Et donc, une entreprise innovante, puis on peut voir chez vous qu'il y a une orientation stratégique sur la question de l'innovation, dans la mesure où vous y croyez assez pour y réinvestir, et ça semble porter fruit dans la mesure où les concurrents vous surveillent de près. D'accord, merci Michel. Je passe maintenant la parole à Peter McCosker, partenaire dans le cadre de cette série de webinaires. Un partenaire important parce que, comme on le disait, le financement, c'est le nerf de la guerre dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de projets. Donc, peux-tu nous présenter un petit peu Alma CG? Certainement, M. Bertrand. Alors, à l'échelle mondiale, Alma est une firme qui se spécialise dans la réduction des coûts d'opération. Nos services touchent plusieurs catégories de dépenses pour les compagnies, incluant le financement de l'innovation. Alors, à ce sujet, on accompagne les entreprises à s'assurer qu'elles soient au courant de tous les programmes gouvernementaux qui leur sont disponibles. Et, en effet, on les aide à poursuivre ceux qui en valent l'enjeu. Nous offrons autant un service complet, où nous sommes impliqués dans le processus du début à la fin, que des services de conseil professionnel pour des besoins très pointus. Alors, en gros, comme vous voyez, on existe depuis les années 80 à l'échelle mondiale. Depuis 98 au Canada, Alma a fait l'acquisition d'une firme qui était établie pan-canadien, Pinchevsky, en 2008. Et donc, la marque Alma est sur le marché canadien depuis 2008. Nos revenus mondiaux sont au-delà de 360 millions de dollars et au Canada, nous avons plus de 500 clients actifs. Alors, un petit survol sur nous et notre équipe. Merci, Peter. Du côté de l'Institut de développement de produits, pour ceux qui nous connaissent moins, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1995 par un groupe d'industriels qui, à l'époque, avaient l'intuition qu'ils avaient beaucoup à apprendre les uns des autres sur la pratique d'innovation. Donc, des leaders du domaine au Québec, mais qui souhaitaient sortir de leur isolement, dans le fond, et échanger sur leurs outils, sur leurs pratiques, pour devenir plus performantes dans cet objectif d'atteindre un certain niveau d'excellence en innovation et en développement de produits. Un volet éco-conception est venu s'ajouter en 2005. Et on est mandaté par différents ministères, ministère de l'économie, de l'innovation et de l'exportation, Développement économique Canada et le Conseil national de recherche du Canada, pour aider les entreprises dans le cadre de leur pratique et dans leur gestion de l'innovation. Notre passion, c'est en fait d'apprendre de ce que les meilleurs font quand vient le temps de développer des produits pour développer plus rapidement, des produits mieux adaptés aux besoins de la clientèle, faire en sorte que ce soit plus compétitif sur les marchés. Et malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est qu'après 20 ans d'activité, il y a encore énormément de travail à faire. On a travaillé avec beaucoup de leaders au cours de notre histoire et maintenant, on souhaite être en mesure de former une plus grande masse critique d'entreprises qui atteignent des performances lorsqu'il vient le temps de commercialiser un produit qui s'approche de celles des meilleurs. Parce que malheureusement,
qu'on se rend compte, c'est que en même temps de commercialiser un produit, malheureusement, à peu près 50% des commercialisations ne rencontrent pas les attentes, les objectifs de l'entreprise s'étaient fixés. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les plus performants, eux, réussissent à atteindre des taux de succès d'à peu près 80%, alors que les moins performants sont à peu près à 30%. Et donc, notre mission, c'est de faire en sorte que de prendre les entreprises qui sont moins performantes et de les amener à finalement des meilleures performances en développement de produits. Faire en sorte qu'après ça, c'est sûr qu'il y a une équipe de développement de produits qui retourne cogner à la porte de cette direction après avoir connu des succès, pour avoir d'autant plus de facilité à aller chercher du financement. Mais l'autofinancement n'est pas la seule voie et c'est ce qu'on souhaite explorer aujourd'hui. À l'agenda aujourd'hui, dans le fond, on va faire un tour de roue et on s'en est rendu compte en préparant l'atelier que on réussirait certainement pas à répondre à toutes vos questions concernant le financement de l'innovation. Par contre, on aura au moins réussi, je crois, à faire en sorte que s'il y avait des choses qu'on ne sait pas, on soit au moins conscient qu'on ne sait pas certains éléments, qu'on ne passe pas à côté d'opportunités de financement public qui sont disponibles pour aider nos entreprises à innover, pour faire en sorte qu'elles soient en mesure de commercialiser des produits plus performants. Il y a eu une évolution dans le contexte du financement public de l'innovation et c'est ce que j'inviterais peut-être tout de suite Peter à commencer à nous présenter cet état de situation, les évolutions qu'il y a eu ces dernières années pour aider finalement les participants à mieux comprendre comment ils peuvent réussir à aller chercher les bénéfices des financements qui sont disponibles dans le projet d'innovation et de développement de produits. Alors, Peter, je te passe sur la parole. Merci encore, Bertrand. Alors, le but aujourd'hui est vraiment de partager de l'information qui vous permettra d'évaluer votre stratégie actuelle de financement de l'innovation, ainsi que d'explorer différents types de financement qui seraient disponibles pour votre entreprise. Alors, comme vous voyez sur l'agenda, afin de vous situer dans le contexte actuel des divers programmes, nous commencerons avec un survol de l'historique des 5 dernières années et la direction que les gouvernements semblent prendre en matière de financement pour l'innovation. Alors, sans tarder, on va passer à quelques chiffres. Donc, pour bien comprendre quelques chiffres importants à revoir, il y a plus de 4000 programmes qui touchent le financement gouvernemental pour les entreprises canadiennes. Si on parle l'ensemble du financement, pas juste ce qui touche l'innovation. Ce qui touche l'innovation, ça varie entre 1200 et 1300. Nous, dans notre équipe, on suit plus de 1200 programmes de façon régulière. Quand on combine les deux, le fédéral et le provincial, on retrouve plus de 25 milliards de dollars qui sont investis dans divers prêts, subventions, crédits d'impôt, des programmes qui ont des retombées industrielles ou régionales. Mais vraiment, il y a 4 catégories que vous allez voir dans la présentation qui vont revenir assez souvent. Donc, le développement des affaires, les dépenses en mobilisation, les ressources humaines et la formation et, plus pertinent d'aujourd'hui, l'innovation. Mais les autres 3 catégories touchent l'innovation, des fois de façon directe, des fois de façon indirecte. Alors, et on verra un peu plus tard sur les 4 catégories. Donc, pour revenir à notre survol des 5 dernières années, donc l'évolution des 5 dernières années, on doit d'abord réfléchir et revenir dans le début des années 2000, quand on voyait le déclin du dollar américain. Dans le temps, il y a beaucoup d'exportateurs, d'entreprises manufacturières qui exportaient aux États-Unis, qui cherchaient à compenser la perte de marge de profit. Et donc, ça a coïncidé avec une forte hausse dans le nombre de réclamants, dans le nombre de firmes de consultants, et donc un grand écart tant que la qualité de les demandes de crédit RSCDE, qui a donné fin en 2009 à des changements importants dans la gestion du programme RSCDE. C'était clair qu'en 2006-2007, l'administration du programme n'était pas à la hauteur de l'enveloppe budgétaire du programme, et donc le gouvernement a lancé des initiatives, entre autres le nouveau formulaire qu'on connaît, la base du nouveau formulaire, du formulaire qu'on connaît aujourd'hui, qui a été resserré à 1400 mots pour décrire notre contexte d'éligibilité. Ils ont rajouté des vérificateurs
afin d'atteindre un objectif de vérification de 25% des dossiers des demandes RSCDE. En 2010, cette initiative a été suivie par une initiative du gouvernement qui ont nommé un groupe d'experts mené par Tom Jenkins, le PDG de OpenText dans le temps, pour évaluer l'ensemble du 7 milliards de dépenses gouvernementales fédérales pour soutenir l'R&D et d'apporter des recommandations pour améliorer le retour sur cet investissement. En 2011, le rapport a été publié. Il y avait 6 principales recommandations qui peuvent être résumées en 3 points majeurs. Donc, 1, la recommandation pour une meilleure administration du programme RSCDE et vraiment un changement un petit peu dans l'approche de financement du gouvernement, donc moins de fonds pour des programmes de financement indirect et plus de fonds pour des programmes de financement direct. Et on reviendra sur les définitions de indirect versus direct plus précis, mais en gros, indirect étant des crédits d'impôt, direct étant des prêts, des subventions et des programmes d'achat du gouvernement qui participent dans le cycle d'innovation. Alors, on continue. En 2012, c'est clair que l'année 2012 était une étape marquante pour le gouvernement fédéral dans son engagement à justement un équilibre, un plus grand et un meilleur équilibre entre le financement direct et indirect. Tant qu'au financement direct, le budget 2012 était axé sur les besoins du secteur privé. On a vu 500 millions en financement de capital de risque qui a été annoncé, ainsi que une initiative vers la recherche pure et appliquée avec plus d'1 milliard de financement direct sur 5 ans pour soutenir la R&D au Canada, en plus d'un 110 millions par année pour le programme de subvention Paris, qui est très populaire. L'année 2012 fut aussi un moment décisif en matière de financement indirect. Le budget comprenait des réductions au programme RSCDE qui prendrait effet le 1er janvier 2013 ainsi que le 1er janvier 2014. Aussi, en décembre 2012, le gouvernement a présenté une nouvelle politique d'application concernant l'admissibilité des travaux en RSCDE. Les critères techniques, les critères d'éligibilité d'un projet n'avaient pas changé, mais l'accent sur la science et la technologie et la documentation des travaux effectués ont tous été renforcés par la mise en place de 5 questions qui avaient été utilisées par les tribunaux pour se prononcer dans un cas de litige assez renommé historique concernant une demande de la RSCDE refusée. Et ces questions, finalement, se sont retrouvées dans la politique d'application. Appliquons tout cela à 2013 et le 1er janvier a marqué les premières réductions au programme RSCDE qui ont été annoncées en 2012. Le budget comprenait 500 millions de dollars supplémentaires pour le financement direct, donc 325 sur 8 ans pour le développement de nouvelles technologies Clean Tech, 80 millions sur 3 ans pour les programmes pilotes pour l'adoption des technologies numériques. Et en 2013, il y a aussi eu un nouveau formulaire de réclamation RSCDE qui a été annoncé le 31 octobre. Le nouveau formulaire est rentré en vigueur le 1er janvier 2014 et doit maintenant être utilisé pour toute réclamation, peu importe la fin de l'année fiscale de la compagnie, même si la fin de l'année fiscale a eu lieu en 2013, si la date limite pour déposer les rapports d'impôt est en 2014, il faut utiliser le nouveau formulaire. Encore une fois, les critères d'éligibilité sont les mêmes. Par contre, le formulaire renforce l'application, justement, de la politique d'application de décembre 2012, tant qu'au positionnement des projets, et tant qu'à la présentation des projets. Donc, c'est clair que c'est certainement quelque chose qui doit être adapté à votre stratégie de financement d'innovation, particulièrement au niveau RSCDE. Donc, à ce moment-ci, dans l'esprit de participation de tout le monde, on avait prévu un sondage pour voir justement quel était votre niveau de connaissance pour partager entre nous les connaissances au niveau de la politique d'application de 2012 et aussi le nouveau formulaire qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2014.
Alors, vous voyez sur l'écran le sondage. Donc, merci de répondre à ces questions. Et donc, peut-être, Michel, pendant qu'on attend, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu de votre texte sur ces deux sujets-là? Peut-être avant, j'aimerais peut-être juste demander, Peter, au point de vue des changements qui ont été apportés au point de vue de financement indirect et l'augmentation du financement direct, est-ce que vous prévoyez que ça va être en faveur des plus grandes entreprises ou des petites entreprises? C'est clair que les changements au niveau de la réduction des taux de crédit d'impôt favorisent les petites entreprises, les PME. Donc, dans le contexte la façon qu'ils sont définis dans la loi de l'impôt pour la RSCDE, donc des sociétés privées contrôlées canadiennes qui sont au plus grand taux à RSCDE, dont 35 au niveau fédéral et 37,5 au provincial. C'est clair que pour eux, l'écart entre ce qui était le taux de recouvrement sur la main-d'œuvre antérieurement et le taux de recouvrement sur les dépenses en salaire après le pire des changements en 2014, l'écart passe de peut-être 82 à 79 C'est pas vraiment à s'inquiéter. Mais c'est clair que pour les plus grandes entreprises, au niveau RSCDE, c'est plus pénible parce que non seulement est-ce que le taux a été réduit de 20 à 15 donc ça représente quand même une baisse importante à ce niveau-là, mais les dépenses en immobilisation ne sont plus une dépense éligible, qui pour les plus grandes entreprises était une catégorie de dépenses qui était plus souvent réclamée par les plus grandes entreprises. Donc à ce niveau-là, c'est clair que pour la RSCDE, ça semble favoriser un peu les petites entreprises, mais la bonne nouvelle est qu'au niveau du financement direct, on vient remplacer certaines baisses au niveau si on pense aux immobilisations, il y a de plus en plus de programmes qui subventionnent ou qui sont prêts à prêter pour des investissements en immobilisation. Alors, un équilibre, mais quand même, c'est clair que l'impact sera plus sur les plus grandes entreprises. Et du côté des résultats du sondage Peter, on a 6 participants sur 10 qui ne connaissaient pas les changements, qui n'étaient pas au courant des changements de la politique de. Donc, c'est très intéressant et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit avec les compagnies qu'on rencontre dernièrement. Et concernant le deuxième volet de questions, je vais tout de suite lancer la question aux participants, à savoir s'ils étaient au courant des changements au niveau du formulaire qui suit ces modifications à l'application des programmes. Et pendant qu'on attend, peut-être, Michel, de ton côté, est-ce qu'il y a un contexte de Vortex que tu souhaites partager avec nous? Nous, ce qu'on a remarqué dans la dernière année, c'est que ce soit au niveau fédéral et provincial, il y a beaucoup plus de sérieux qui sont apportés de la part des vérificateurs sur les dossiers de recherche et développement, pour même jusqu'au point de revoir la documentation, si la documentation est selon les critères. Alors, ils n'ont pas vraiment changé les critères d'admissibilité au programme de recherche et développement, mais ils sont devenus beaucoup plus stricts au point de vue de l'interprétation des différents paramètres à l'intérieur de la réglementation. Alors, ça veut dire que il faut être de plus en plus vigilant et de plus en plus mettre un accent beaucoup plus important sur la documentation des différents projets, pas juste au point de vue des heures des différentes personnes impliquées dans la recherche et développement, mais beaucoup plus aussi au point de vue des différentes étapes
des différents projets et bien documenter ce qui s'est passé à travers tout le processus pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la part des vérificateurs et d'avoir une vérification qui, pas nécessairement qui sera sans questionnement, mais qui sera beaucoup plus facile pour le requérant. Et concernant les résultats, concernant la connaissance des modifications au formulaire, on a 72% des participants qui ne connaissaient pas ces changements-là. Donc, en lien avec les modifications précédentes, dans le fond, c'est légèrement supérieur. Bon, très intéressant. Alors, pour clôturer l'aperçu historique des 5 dernières années, le 1er janvier a marqué les dernières réductions dans le programme RSEDE qui ont été annoncées en 2012. Et dans l'esprit de la tendance envers le financement direct, le budget 2014 a inclus la création d'un nouveau fonds d'excellence en recherche à Apogée Canada, qui représente quand même 1,5 milliard de dollars sur les 10 prochaines années pour aider les établissements postsecondaires au Canada. L'affectation de 500 millions de dollars sur 2 ans au Fonds d'innovation pour le secteur de l'automobile. Et donc, tout ça pour dire, si on résume de 2009 à 2014, et puis on revient un petit peu aux recommandations du rapport Jenkins, on voit qu'il y a quand même une meilleure administration du programme RSEDE et une bonne volonté du gouvernement à continuer à s'améliorer. Et autant, donc, c'est en 2013 et 2014 et maintenant qu'on va commencer à sentir l'impact des changements qui ont été annoncés en 2012, donc moins de fonds pour le financement indirect, c'est-à-dire crédit d'impôt, et plus de fonds pour le financement direct. Donc, quand on revient même au fonds pour le financement indirect et on le met dans le contexte du Québec, c'est clair que la province du Québec demeure la juridiction la plus généreuse au Canada, sachant que le Canada est une des juridictions la plus généreuses au monde qui offre des crédits RSEDE. C'est évident que le Québec demeure toujours une des juridictions les plus généreuses au monde. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est qu'on a pris un projet typique qui a été présenté par l'ARC dans son budget 2012, dans le mélange de dépenses réclamées. Et donc, le taux de recouvrement combiné, si on compare les provinces, on voit ici que même suite au changement en 2014, le Québec demeure la province la plus généreuse. Alors, à quoi peut-on s'attendre suivant tous ces changements-là et où est-ce qu'on s'en va? C'est clair que le Canada est chef de file mondial en financement indirect de l'R&D, donc crédit d'impôt, etc. Et malgré le gouvernement, que le gouvernement investit plus dans le financement direct, nous sommes toujours à la traîne par rapport au reste du monde. L'évolution constante dans l'administration du programme RSEDE et surtout depuis décembre 2012 représente un grand pas dans la conservation de la crédibilité du programme. L'engagement du gouvernement pour un meilleur équilibre dans les programmes directs et indirects élargit les opportunités de financement dans les grandes catégories qu'on a mentionnées au début puis qui vont revenir plus tard, soit le développement des affaires, dépenses en immobilisation, ressources humaines et formations et l'innovation. Donc, dans l'ensemble, les tendances dans les budgets, particulièrement fédéraux, mais provinciaux aussi, dans les 5 dernières années, indiquent un engagement à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat et soutenir la recherche pure et appliquée au Canada. Alors, tout porte à croire que ces tendances vont se poursuivre, ce qui est important pour attirer les investissements étrangers au Canada et soutenir la culture d'entreprise au Canada et pour donner aux compagnies canadiennes la chance de continuer à innover et concurrencer dans le monde entier. Donc, excuse-moi, Peter,
est-ce que ça serait possible que vous pourriez nous donner des exemples précis de type de projet qui serait admissible à un programme d'approvisionnement? C'est quelque chose, un concept peut-être un peu nouveau pour moi, ça. Bon. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'on va faire on va passer à une précision sur la distinction entre du financement indirect et du financement direct. Et justement, dans cette partie, on va justement décrire un programme d'approvisionnement et puis peut-être qu'on pourra donner un exemple à ce moment-là. Donc, si on regarde le financement indirect, comme on l'a déjà dit, on parle de crédit d'impôt, soit remboursable ou des réductions d'impôt. En financement direct, on parle de financement remboursable, non remboursable, ce qui ça veut dire que c'est un genre de subvention. Il y a des financements combinés, donc certains programmes qui ont des parties remboursables et des parties non remboursables. Et comme Michel le demandait, au niveau des programmes d'approvisionnement. Pour passer à la description de tout cela, donc les crédits d'impôt remboursables, on peut retrouver, au Québec, on retrouve autant la RSCDA, dépendant de la taille d'entreprise et son revenu imposable, il peut avoir soit le crédit au complet qui est remboursable ou seulement une partie du crédit qui est remboursable. Si on parle dans le secteur TI, on a le crédit d'impôt aux affaires électroniques qui est entièrement remboursable. Le crédit d'impôt au design industriel qui est remboursable. Crédit d'impôt pour le multimédia, encore remboursable. L'admissibilité est déterminée en fonction de critères. Certains programmes demandent un certificat d'attestation avant de faire une réclamation et d'autres, tels qu'RSCDA, demandent uniquement que le projet, c'est dans la loi de l'impôt, c'est votre droit en tant que payeur d'impôt de réclamer vos dépenses dans ces projets-là, en autant que votre projet rencontre les critères d'éligibilité du programme. Alors, on se rappelle que financement indirect, c'est dans la loi de l'impôt, et donc, en autant qu'on rencontre les critères ou qu'on ait notre certificat d'attestation, on a le droit de les réclamer. Dans le financement direct, par contre, c'est plutôt une enveloppe budgétaire que le gouvernement met à la disposition des entreprises, mais c'est quand même une compétition, parce que l'admissibilité au programme ne garantit pas nécessairement un financement. Tout le monde est en concurrence pour un montant fixe de l'enveloppe budgétaire du gouvernement. Alors, on peut avoir un projet qui est le plus éligible qu'il pourrait avoir, mais malheureusement, si le budget est épuisé, il ne reste plus d'argent, on ne reçoit pas notre argent du gouvernement. Donc, dans le contexte de programmes remboursables, ça peut être des garanties de prêts, des prêts à intérêt réduit, des prêts sans intérêt. Du non remboursable, c'est clair que c'est des subventions et il y a une formule hybride où le remboursement peut dépendre du succès du projet et le prêt pourrait se transformer en subvention si jamais le projet est un échec. Donc, sans rentrer dans trop de détails, c'est les diverses possibilités qui peuvent exister. Et pour revenir à la question de Michel, au niveau de financement, au niveau de programme d'approvisionnement, on ne parle pas de programme pour appel d'offres du gouvernement pour que ce soit du papier, des stylos ou d'autres choses. On parle vraiment des programmes où le gouvernement participe dans le processus de développement de produits. Donc, on parle dans la phase pré-commercialisation. Ce qui nous manque dans notre cycle de développement de produits, c'est vraiment une perspective du marché, un genre de projet pilote avec un client. Et donc, dans ce contexte-là, le gouvernement vient acheter des produits et de la compagnie qui bénéficie de ce programme, du récipient, en effet, et offre du feedback à la compagnie sur la performance du produit sur le terrain. Et donc, ça permet à la compagnie de faire les dernières phases de développement avant
son lancement en commercialisation et peut se vanter d'avoir eu le gouvernement fédéral comme client. Donc, pour revenir à la question de Michel, ce qui est important à savoir, c'est que ces appels d'offres sont souvent en fonction de catégories précises de produits. Donc, ça peut être des produits qui touchent l'environnement, la santé, sécurité, protection, peu importe. Ça peut aussi être des logiciels, donc la technologie. Mais si on prend par exemple un cas d'un produit qui pourrait bénéficier notre militaire, bon, le gouvernement, il faut faire notre cas, il faut présenter notre cas. Le gouvernement, si on rencontre les critères, ils ont un genre de grille d'évaluation pour établir qui est en fonction de leur priorité au moment de l'appel d'offres. Et puis, s'ils acceptent, ben, ils vont acheter de votre produit qui peut bénéficier du militaire, ils vont le mettre en œuvre avec le militaire, ils vont le fournir au militaire. Le militaire donne des commentaires et vous finissez par pouvoir finaliser le développement de votre produit et vous préparer pour la commercialisation. Est-ce que ça répond à ta question, Michel? Oui, oui, merci. Okay. Alors, on arrive à un autre sondage qu'on voulait faire pour avoir encore des échanges entre les participants. Donc, quelle est votre expérience avec le financement direct? Bertrand, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, je vais lancer le questionnaire. En fait, on cherche à comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous êtes, dans la mesure où beaucoup d'entreprises font appel à des programmes de crédit d'impôt RSCDE, mais on veut comprendre un petit peu concernant le financement direct. Est-ce que vous avez déjà fait des demandes? Est-ce que ça a été des demandes qui ont été refusées, donc vous n'avez pas obtenu de financement? Est-ce que vous savez pourquoi ça a été le cas? Est-ce que vous avez eu du financement, mais vous en cherchez encore, ou est-ce que vous avez reçu plus de financement que ce que vous étiez susceptible d'utiliser? Pour de comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous êtes. Peut-être pendant qu'on attend, Michel, est-ce que tu as une expérience au niveau du financement direct que tu peux peut-être partager avec nous? Oui, on a eu un programme, en somme, c'était un programme de recherche et développement qu'on avait ici où qu'on voulait introduire un nouveau produit dans la gamme de produits qu'on avait déjà, c'est-à-dire utiliser des nouveaux types de ciments qui sont résistants à l'eau et bien entendu au chlore. Et on a travaillé avec les instances gouvernementales au point de vue de certains programmes, pour certaines subventions ou crédits. Et une des choses principales qui ressortait du questionnement préliminaire, c'était si vous n'obtenez pas la subvention, est-ce que vous allez continuer avec le programme? Et pour nous, bien entendu, c'était oui. Par contre, ça va peut-être ralentir un peu la progression du programme, mais au bout de la ligne, on est arrivé à la dernière étape avant de soumettre notre application pour la subvention. Selon eux, on se qualifiait. Malheureusement, au moment où on a soumis notre application, le gouvernement avait coupé les fonds au programme, alors il n'y avait plus de fonds disponibles. Alors pour nous, on a continué quand même avec le développement du produit et cette année, on vient juste d'introduire ce nouveau produit-là sur le marché et on a même notre première livraison la semaine dernière. Félicitations malgré les problèmes de financement que vous avez pu avoir. Du côté des répondants, on a 53% des financements qui n'ont jamais fait de demande de financement direct. 11% ont eu du financement et en cherchent toujours, alors que 4% ont respectivement pas eu de financement, ils ne savent pas pourquoi, et l'autre 4% savent pourquoi ils n'ont pas reçu leur financement de leur côté. Donc, intéressant, très intéressant. Et juste pour revenir à l'anecdote de Michel, c'est la réalité des programmes de financement direct, comme on disait plus tôt, que bon, si l'enveloppe budgétaire est épuisée, malheureusement, c'est épuisé. Et donc, encore, juste pour faire le point sur la différence entre le financement direct et indirect, il n'y a pas d'enveloppe budgétaire
précis pour les crédits d'impôt en général. Donc, on résume une grande partie, à moins que vous ayez des questions, qu'on reçoit plus de questions des participants, on résume la balance de la présentation pour vous parler justement d'un plan stratégique pour le financement de l'innovation. Et ça commence toujours, et nous l'avons préparé en 3 étapes. La première étape comprend une comparaison entre les différentes catégories de programmes, soit de financement direct ou indirect, soit direct et indirect, versus votre système, votre système de développement de produits et gestion d'innovation à l'interne chez vous. Donc, on montre ici un exemple d'une compagnie dans le secteur manufacturier. Mais par exemple, si on parlait d'une compagnie dans le secteur des TI, on viendrait prendre peut-être amélioration d'usine, donc qui se rapproche plus vers la phase commercialisation, et ça serait bon un autre terme, mais la majorité de ces phases-là sont assez communes à travers les entreprises. Et si vous n'avez pas de système de gestion de développement de produits ou d'innovation, c'est fortement recommandé. Non seulement est-ce que ça vous prépare bien pour une demande d'aide gouvernementale, mais c'est une bonne pratique au niveau juste une bonne pratique d'affaires. Est-ce que Bertrand souhaite élaborer un peu sur ce point, sachant que c'est une grande partie de la mission de l'IDP? Oui, et je ferai peut-être un lien entre aussi les approches que le gouvernement semble avoir entre le financement indirect et le financement direct. Ce qu'on remarque, c'est que certains programmes où on a finalement l'implication de conseillers de certains ministères ou de certains organismes publics pour accompagner des projets vont avoir des retours sur investissement, si on veut, qui sont plus grands que ce qu'on peut avoir quand c'est du financement plus indirect. Et de la même façon, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que quand on a une bonne structure de gestion de l'innovation dans les entreprises, le taux de succès, encore là, des projets va être amélioré. Et donc, pour les partenaires gouvernementaux, ça devient un avantage. Et donc, ça, on le remarque auprès de plusieurs organismes et ministères. Quand une entreprise est en mesure de démontrer qu'elle a des bonnes pratiques de gestion de l'innovation, qu'elle a des bons outils en place, une bonne structure, à ce moment-là, ça rassure énormément les partenaires et ça en fait des dossiers qui sont plus porteurs pour eux. Il a aussi été évoqué plutôt que certains des programmes vont avoir des financements qui sont disponibles durant une certaine période, un épuisement avant le renouvellement des budgets et des crédits. C'est donc important que les équipes de développement de produits soient bien conscientes de ces conditions-là et qu'elles développent aussi une bonne communication avec leurs partenaires, que ce soit des conseillers du CNRC, que ce soit des conseillers du Développement économique Canada, du ministère de l'Innovation et de l'Exportation. Il faut que finalement vos partenaires comprennent finalement vos orientations, votre plan stratégique dans une innovation, pour qu'ils soient en mesure de préparer un petit peu le terrain, de faire en sorte que quand les crédits sont débloqués, vous soyez d'une certaine manière en liste pour les projets et que dans le fond, on les effectue le plus tôt possible pour pas que ça arrive comme une surprise et qu'on se dise à ce moment-ci, si on veut lancer le projet dans les prochains mois, ce sera pas possible. Donc, c'est important de les impliquer et de faire en sorte que on a une bonne structure à l'interne. Et la structure, je pense que quand vient le temps aussi pour les groupes qui aident à produire finalement les rapports par la suite pour faire état des projets, ça prend une bonne documentation. Une bonne documentation est souvent liée à un bon système de gestion interne de l'entreprise. Donc encore là, c'est interrelié sur la capacité de l'entreprise à aller récupérer les bénéfices de ce qu'elle investit au niveau de son projet d'innovation. Bon, alors on pense à la deuxième partie de la première étape qui est de faire un lien entre les différentes catégories de financement, donc direct et indirect, et justement le système de gestion de développement de produits et d'innovation. Et ici, ce qu'on tente de démontrer, c'est quels programmes, quelles catégories sont plus appropriés pour les différentes phases cycle de développement. Alors, on s'entend que l'exemple ici, c'est pour une compagnie dans le secteur manufacturier. Donc, si c'était une compagnie pharmaceutique qui pouvait avoir plus
de verre dans la phase découverte pour la RSCDE, par exemple, puisque cette phase comprend la recherche pure et appliquée. Autant une entreprise en TI aurait des catégories complètement différentes, comme je disais plus tôt, donc ça pourrait varier, mais donc c'est pas toujours du jaune, du vert dans les mêmes catégories pour tous les types d'entreprises. C'est important de tenter de se retrouver dans ça. Et la bonne nouvelle, c'est que Bertrand parlait plutôt de l'accompagnement de consultants ou quoi que ce soit pour cette phase-là. Et comme vous verrez plus tard, il y a des programmes qui financent ces genres d'interventions pour s'assurer que vous êtes bien préparés pour aller de l'avant et commercialiser vos nouveaux produits, vos innovations. Donc, voilà, on va passer et donc l'étape 2. Au niveau de financement, alors l'auto-analyse des opportunités, il faut vraiment revoir la stratégie de financement indirect pour déterminer si elle est conforme aux dernières attentes et aux politiques d'application de 2012 et de nouveaux formulaires. Et comme on disait plus tôt, il n'y a pas juste les crédits d'impôt à la CDE. Par exemple, dans le secteur manufacturier, souvent les crédits d'impôt au design industriel, qui est un programme provincial, est souvent sous-exploité, ou du moins laissé de côté. Ou dans le cas où le crédit est exploité, qu'on le réclame, il n'y a pas toujours un bon équilibre entre le crédit d'impôt design et la RSCDE parce que, et c'est la même chose pour les crédits d'impôt aux affaires électroniques, on peut réclamer les employés sur les deux programmes, mais on s'entend qu'on ne peut pas réclamer les mêmes dépenses. Donc, il y a des règles à respecter. Si on a un employé qui fait des activités qui est admissible aux deux, mais c'est dire qu'on peut réclamer le même employé dans les deux programmes ou les parties admissibles à chacun des programmes que cet employé entreprend. Donc voilà, l'étape 2 touche beaucoup plus le financement indirect et l'étape 3 vient parler de financement direct. Et on retrouve dans cette étape-là la question concernant les 4 catégories qui reviennent encore au niveau de développement des affaires, dépenses en immobilisation, recherche, ressources humaines et formation et innovation. Est-ce que vous avez des projets dans votre plan d'affaires pour ces catégories-là? Et on mentionne ici plan d'affaires. Pourquoi? Parce que dans les demandes de financement direct, plus souvent que d'autres, il y a des questions posées qui retombent vers un plan d'affaires. Et si le financement direct, et d'ailleurs l'indirect aussi, n'est jamais 100% de la dépense. Donc, il faut être en mesure de démontrer qu'on peut financer notre partie en bout de ligne, la partie de la compagnie, après le financement du gouvernement, mais il faut aussi pouvoir démontrer qu'on peut soutenir les dépenses vis-à-vis la déboursée d'argent. Donc, la plupart des programmes ont des bourses aux dépenses, on fait une demande suite à preuve de dépenses et on est remboursé. Donc, il y a la notion cash flow. Donc, il faut pouvoir démontrer qu'on est en mesure de soutenir ce cycle et de commercialiser dans quoi qu'on investit. Donc, un plan d'affaires très important. Et quand on arrive à chacun des sujets, donc quand on parle de développement des affaires, c'est pas juste le développement dans un contexte traditionnel de marché à l'étranger ou quoi que ce soit, de vente. Ça peut être aussi des systèmes à l'interne de l'ERP ou des initiatives TI pour améliorer l'entreprise. Donc, il y a des programmes qui viennent toucher ces sujets-là. Cette question et les catégories sont très générales. Les questions sont très générales. Pourquoi? Parce que ça aboutit, les questions nous permettent de venir cadrer les meilleurs programmes, une combinaison de programmes en fonction de l'objectif ultime de l'entreprise.
Donc, c'est toujours mieux de regarder un peu plus large de quelle est l'ambition, la vision de l'entreprise pour faire des bonnes combinaisons. Parce qu'il y a quand même des conséquences, une combinaison de programmes, et on va y arriver plus tard dans la présentation. Donc, côté développement des affaires, voici quelques points de réflexion pour voir si on investit dans cette catégorie. Au niveau des dépenses en immobilisation, on disait plutôt que ces dépenses ne sont plus admissibles dans les crédits RSCDE pour ceux qui en avaient réclamé dans le passé. Mais de plus en plus, on retrouve des programmes, beaucoup plus des prêts que d'autres choses, des prêts très favorables, qui viennent appuyer des dépenses en immobilisation. Donc, si on a des gros projets de développement d'usines ou acquisition d'équipements, il y a des programmes pour ça. Au niveau d'arrêt et formation, l'embauche et formation de nouveaux employés, il y a des coûts de développement des compétences des employés existants. C'est clair que ça, c'est un enjeu important dans l'évaluation des dossiers de plusieurs programmes, que ce soit au niveau fédéral ou provincial. Et finalement, dans la catégorie d'innovation, c'est clair, si on prévoit des produits, des procédés, des nouveaux produits procédés, il y a encore la possibilité de combiner des programmes, subventions, crédits d'impôt. On a un petit exemple que nous allons présenter dans quelques minutes, mais souvent, il y a certains programmes où des dépenses en recherche de brevets, par exemple, ne sont pas du tout admissibles, mais dans d'autres, ils le sont. Et donc, en ayant encore une vision globale de les attentes et les objectifs de la compagnie, on est en mesure de cibler le programme approprié pour la dépense. Donc, la conclusion et les recommandations au niveau de prochaines étapes, c'est clair que un bon plan stratégique de financement l'innovation comprend des programmes directs et indirects. Le message est que les programmes sont en constante évolution et pour plusieurs des programmes directs, il y a des dates d'appel de projet qu'il faut respecter. Donc, par exemple, si vous êtes dans le secteur agroalimentaire, il y a un appel de projet qui clôture le 1er juin 2014. Si vous n'avez pas fait de demande dans le cadre de ce programme-là, ça commence à être serré dans le temps et ça risque d'être une opportunité manquée. Donc, c'est important de dédier des ressources, soit à l'interne ou externe, aux besoins, pour identifier, planifier, mais plus important que d'autres, suivre et faire le suivi des sources de financement direct. On ne reviendra pas trop sur le financement indirect. On a assez dit sur la RSCDE que l'administration du programme est dans un cycle de conformité et puis vos stratégies doivent être adaptées aux derniers changements au niveau de la politique d'application, et particulièrement le formulaire. Mais au niveau de financement direct, qui semble être un inconnu pour plusieurs parmi vous, c'est clair que le suivi, particulièrement des dates de clôture pour les demandes de projets, doivent être rencontrées, sinon on risque de manquer notre chance. Nous avons ici, il nous reste quelques minutes, donc je ne passerai pas trop de temps sur cet exemple-là, mais il suffit de dire que le but ici, c'est de démontrer, tout dépendant des activités qui ont été entreprises et le positionnement du projet, dans le cas seulement dans le cas de ce projet-là, qui est un cas d'exemple réel, une compagnie qui réclamait uniquement par trésorerie, qui avait reçu 12 000 $, a réussi finalement à aller chercher ou toucher 23 171 en combinant Paris et RSCDE dans des activités qui ne se chevauchaient pas. Donc, c'est clair que c'était tout faire conformément aux deux programmes en question. Mais encore, quand on arrive pour combiner des prêts,
ou aller chercher des prêts, c'est important de comprendre que dans certains cas, les prêts à taux préférentiel ou sans intérêt vient nuire le timing au niveau de nos crédits RSCDE. Alors, tant qu'on n'a pas encouru la dépense, ça veut dire rembourser notre prêt, ça peut venir nuire nos crédits RSCDE. Alors, encore un point important à tenir en ligne de compte quand on combine quand on va chercher des prêts. Tout dépendant du contexte, on s'entend. Et donc, finalement, pour arriver encore à la grande conclusion, documenter votre plan de financement, soit entièrement séparé à votre plan d'affaires ou en partie pour votre plan d'affaires est très important. C'est évident que nous, chez Alma, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement comme nos clients, mais même avant le développement d'un plan stratégique pour le financement de nos projets d'innovation, il y a des initiatives qui peuvent être entreprises. Bertrand, si je voulais profiter de l'occasion pour parler un petit peu de l'intervention de Focus Innovation. Je ne te vois pas sur l'écran. Oui, mais j'espère que tu m'entends quand même. Ouais, l'image est arrivée. Effectivement, en fait, il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui sont offerts par l'intermédiaire de l'IDP et qui permettent aux entreprises, dans le fond, de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses et leur potentiel d'amélioration pour les aider à structurer leur pratique de gestion d'innovation en entreprise. Je le mentionnais tout à l'heure, certains sont supportés par le CNRC, le Conseil national de recherche du Canada. Dans le cadre de ces initiatives, souhaitent finalement supporter les entreprises dans le cadre des programmes Paris qu'on connaît bien, qui sont dédiés aux PME. Et ils voient bien que finalement une entreprise qui a de meilleures pratiques de gestion de ses projets d'innovation va avoir de meilleures retombées sur ses projets. Donc, de plus en plus, ils mettent en œuvre des programmes depuis déjà 2005, des programmes de diagnostic qui ont été lancés, d'abord en éco-conception, maintenant sur le développement de produits. Et donc, il faut voir finalement ces conseillers-là comme des partenaires pour vous aider dans le cadre de vos projets, pas juste finalement quand vient le temps de lancer une initiative, mais en amont pour réussir à structurer vos projets. La même chose du côté d'autres ministères et d'organismes régionaux aussi. Il y a les CEDEC et les SADC qui peuvent être des bons relayeurs pour vous aider à comprendre c'est quoi le profil et le potentiel que vous avez pour aller chercher des programmes. Et encore là, je vous recommande finalement de prendre contact avec peut-être les conseillers de l'IDP aussi qui peuvent vous aider à identifier quel programme peut être financé, de faire en sorte qu'on va chercher un 75 à 80% de financement pour aider à implanter des meilleures pratiques, pour aider à structurer les projets qui sont par la suite susceptibles d'être mieux supportés. Il y a plusieurs organismes qui vous entourent qui devraient être mis à contribution. Et si je pense qu'il va y avoir une conclusion cette journée-là pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça pourrait être celle-là. Les programmes sont disponibles et parce que souvent on a rencontré des entreprises qui nous ont dit on aurait besoin d'aide de la part du gouvernement. Ce qu'on se rend compte beaucoup, c'est que les entreprises ne font pas appel aux programmes qui sont existants. Il y en a plusieurs qui sont là et qui peuvent vous aider. Excellent. Donc, juste pour répondre à la question qui a été demandée par Jonathan, serait-il possible d'avoir le nom exact du programme de financement à l'approvisionnement? Donc, le programme s'appelle le Programme d'innovation Construire au Canada, donc PICC. Important de vraiment faire nos recherches. C'est vraiment un cas de positionnement. Il y a des catégories très particulières, des thèmes, des appels d'offres, et puis donc il faut être en mesure de bien positionner notre produit en fonction de ces thèmes. Donc, et encore, ça me fait plaisir que ce soit pour Jonathan ou autre d'en discuter davantage avec vous, si jamais il y aurait besoin. Donc, avant de conclure, je ne sais pas, alors Michel, juste quelques petits mots pour terminer. On achève, on a dépassé un petit peu 13 heures. On respecte quand même 60 minutes de présentation avec certains défis qu'on a eu au tout du début. Michel, quelques petits commentaires pour nous de ton côté? Ben, je pense que le petit commentaire, ce serait de ne pas être gêné, d'essayer de s'informer à des experts, parce que comme on a pu voir avec le nombre de programmes qui peut exister,
nous, on a notre quotidien à gérer et souvent de fois, on peut passer à côté de quelque chose qui pourrait être bénéfique pour nous, mais on n'est pas au courant. Alors, je pense que c'est important de travailler avec du monde qui travaille là-dedans au quotidien pour pouvoir nous aider à passer au travers de certaines étapes et nous informer aussi sur certaines possibilités qui pourraient être là dans le futur. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est de travailler avec du monde qui y travaille au quotidien qui peut être beaucoup plus rentable pour nous dans l'avenir. Merci pour l'appui, mais c'est important à souligner à titre de transparence que Vortex n'est pas client allemand. Donc, merci Michel pour ton commentaire. Je ne pas que je pense que ça a été prévu d'avance. Donc, Michel n'est pas client allemand. On espère pour l'instant, mais en tout cas, Bertrand, je te passe la parole. Alors, je tiens en fait à vous remercier tous les deux pour ce tour d'horizon et revenir sur une question qui a été posée ici sur la question de est-ce qu'il y a des dates de tombée, quand est-ce qu'on devrait préparer nos demandes. Je pense que Vortex l'a vécu lorsqu'on est prêt à lancer un projet. Des fois, ça peut être trop tard pour certains programmes, donc ça vaut la peine de le faire en amont. Il y a des appels d'offres qui sont lancés en courant d'année. Les dates ne sont pas forcément les années gouvernementales au 31 mars, donc il faut être en mesure d'informer les partenaires au fur et à mesure que les stratégies se développent dans vos organisations, être en mesure d'aller chercher tous les leviers et toute la participation que vous pouvez aller chercher. Donc, un gros merci à vous deux, à la fois à Peter Foster de chez Alma CG pour ce tour d'horizon de l'évolution des programmes de financement indirect et direct. Je pense que c'est important que les gens soient conscients qu'il y a ces deux volets qui sont disponibles et qu'il y a certaines orientations gouvernementales qui se font dans le domaine. Merci beaucoup, Michel Levasseur, pour cette participation et ce témoignage. Je pense que c'est toujours riche d'apprendre des expériences des industriels. Si vous avez des questions d'ailleurs à reposer à nos industriels, ça va nous faire plaisir de ramasser les questions et d'essayer de vous alimenter le plus possible dans ces différents volets-là. Un petit mot sur la prochaine rencontre webinaire qui est à venir, les 9 facteurs de succès de l'innovation et du développement de produits avec Jonathan Hardy de chez Philips le 18 juin à midi. Sinon, la semaine prochaine, on reçoit Robert Cooper, ce gourou du processus de développement de produits qui vient pour un atelier de perfectionnement de 2 jours, les 28 et 29 mai. Quelques programmes qui s'en viennent aussi. Un programme chef produit pour les gens en marketing qui va être donné au mois de juin, d'ici à ce qu'on lance la saison de l'automne avec les programmes réseau, les formations et les volets d'accompagnement et de conseil qui sont montés en partenariat avec le Conseil national de recherche du Canada, Développement économique du Canada et le ministère de l'économie, l'innovation et l'exportation. Un petit mot de la fin de votre côté, Peter? Je voulais juste mentionner, suite à la question pour ceux qui demanderaient ou qui recevront la copie de la présentation, il y a beaucoup d'informations à la fin de la présentation, des détails graphiques plus pertinents sur chacun des points qui ont été mentionnés, un tableau avec l'impact du budget 2012, en tout cas beaucoup plus d'informations qui est dans la présentation de ce que nous avons touché aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y consulter et puis à nous relancer si jamais vous avez des questions supplémentaires. Et si on a besoin d'éclaircissements concernant certaines de ces données-là, on pourra vous relancer pour ces questions-là. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup à tous, merci aux participants et au plaisir de vous revoir virtuellement ou en direct. Au plaisir. Bonne fin de journée. Alors, merci.